Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour à chacune et chacun. Encore une fois, merci d'être venus. Merci pour ceux qui sont venus depuis 8 heures. Les gens qui aiment être à l'heure comme moi souffrent beaucoup à cause de ceux qui viennent en retard. On y arrivera un jour. Merci. Je vais y aller directement et on vous a distribué une feuille où se trouvent les différentes parties de mon exposé. Parce que je vais parler, il va falloir que vous puissiez suivre ce que j'ai dit. Et donc à chaque fois, je rappellerai où j'en suis par rapport à ce plan en 5 points présentés sous forme de questions. Donc j'y vais et je vous dirai à chaque fois où on en est. Alors comme vous le savez, comme vous le vivez, le monde est présenté en une réalité segmentée. Il est présenté souvent comme bipolaire, opposition, parti au pouvoir, pays développés, pays non développés, sous-développés, éco-sceptiques, écologistes, etc., riches et pauvres. Alors nous allons réfléchir, c'est vrai que notre but c'est de voir la convergence, mais pour voir la convergence, il faut qu'on parle de ce que nous vivons, c'est la différence pour les comptes. Ce qu'on appelle les contrastes. Alors, mon exposé porte sur le fait que est-ce que le monde se présente en contraste? Pourquoi la question est posée de cette manière? Parce que nous apprenons, ce que nous apprenons, ce que nous intériorisons sur le monde vient de ce que nous avons vécu et de ce qu'on nous en a dit. Et donc, si c'est une réalité, c'est bon, mais si c'est une image, on peut changer l'image. Donc, je vais à chaque fois partir de notre expérience dans notre enfance ou dans notre adolescence pour en arriver à voir ce que c'est que ces différences. Est-ce qu'elles existent vraiment ou est-ce qu'elles ont été construites dans le cadre de notre socialisation? J'aborde donc directement le premier point. Parmi les mammifères, l'être humain est celui qui a l'enfance la plus longue. Et donc, il naît avec très peu de compétences qui sont d'ordre de l'instinct. Il y a des animaux qui naissent, qui marchent tout de suite, mais l'enfant humain paraît très démuni. En même temps, il vient avec beaucoup de potentialités, c'est-à-dire ouverture à l'apprentissage. Et parmi ces potentialités, il y en a une qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la possibilité de distinguer beaucoup de stimuli différents. Distinguer beaucoup de stimuli différents, donc d'être sensible à la différence. Alors cette aptitude va se mettre en place progressivement. Alors, je vais juste prendre un exemple. Quand l'enfant naît, vous pouvez le voir sourire. Souvent, c'est un sourire qui répond à un état de contentement intérieur. Mais très tôt, l'enfant va sourire au visage humain. Le visage humain qui lui est présenté de face. Quand il voit 2 yeux et une bouche, il peut sourire. Et très rapidement, il va apprendre à réserver son sourire au visage familier. Et jusqu'à ce que ça dépend des enfants, mais jusqu'au 8e mois, l'enfant va avoir des réactions de retrait face aux personnes qui ne lui sont pas familières. Et donc l'enfant, il est d'abord ouvert et ensuite il vit la différence. On peut se demander pourquoi. Dans un premier temps, on voit que c'est une protection. C'est une protection pour l'individu humain. Tous les adultes, nous avons dit à nos enfants, ne parlent pas aux étrangers, ne suivent pas les étrangers. Pour pouvoir appliquer cette règle, il faut qu'ils puissent distinguer les familiers des étrangers.
Et c'est pour son bien. Parce que s'il suivait tout le monde comme ça, s'il parlait à tout le monde, il serait en danger. Par exemple, d'être enlevé, qu'on lui fasse du mal, etc. Mais quand on enseigne cela, on lui enseigne en même temps qu'il existe deux catégories de personnes. Deux, celles de son entourage qui lui sont familières et toutes les autres qui ne lui sont pas familières et dont il doit se méfier. L'enfant va probablement garder cette défiance à l'égard des inconnus si d'autres personnes ne viennent pas contrecarrer ce qu'il a intériorisé. Il y a ceux que je connais, à qui je peux faire confiance, et ceux que je ne connais pas, à qui je ne fais pas confiance. Mais c'est pour sa protection et pour le. Donc, la première phrase qui compte, pour survivre, il faut saisir les contrastes. Pour survivre, il faut saisir les contrastes. Alors, est-ce que cela s'applique au plan social? Est-ce que ça s'applique au plan social? On se rend compte qu'au cours de la socialisation, ce processus qui apprend à l'individu à vivre dans un groupe élargi, il est indispensable de distinguer deux groupes de personnes. Ceux dont je fais partie et ceux dont je ne fais pas partie. La communauté à laquelle j'appartiens et les autres. À cause de cela, donc je vais adopter ce qu'on appelle des marqueurs sociaux. Par exemple, la langue ou l'accent, la façon de s'habiller, etc. Et cette construction de moi, en disant nous, c'est-à-dire je me construis en m'identifiant à un groupe dont je dis nous, cette construction de moi est indispensable pour que je me sente en sécurité. Je ne suis pas seul, je fais partie d'un groupe, nous parlons de la même manière, nous nous appuyons, nous avons une même façon de voir le monde, et donc l'être humain étant fait pour vivre en groupe, je survis socialement si j'ai un groupe de référence. Cela induit donc chez moi en même temps une vision quelque peu manichéenne, c'est-à-dire en deux parties, d'un monde qui est perçu comme potentiellement porteur d'hostilité. Il y a ceux dont je fais partie et les autres c'est plutôt hostile. Et cette vision du monde en deux groupes de personnes, ça peut aller jusqu'à l'indifférenciation de tous les autres. Quand je vivais en France, il m'est arrivé de circuler avec la carte d'identité de n'importe quel autre ami ou sœur et tout. Parce que, à cette époque, je ne sais plus maintenant, les forces de l'ordre trouvaient que tous les Noirs se ressemblaient. Il y a nous et puis il y a les autres. De la même façon, j'ai entendu ici aussi des gens dire que tous les Chinois se ressemblent. Tous les Chinois, ils sont tous pareils. Donc, j'ai bien deux catégories. Il y a ceux dont je fais partie et ceux qui sont les autres que je ne différencie pas toujours. Et donc, la phrase que j'ai dite pour l'individu, elle est valable au plan social. Pour survivre, il faut saisir les contrastes. J'en viens à mon deuxième point. Est-ce que cela va continuer pendant toute la construction de mon identité? Alors, dans la construction de l'identité, il y a deux faces. La première phase que je viens de décrire, c'est quand je m'identifie à d'autres, à un autre groupe, au groupe de ceux à qui j'appartiens. Et il y a un deuxième aspect qu'on appelle l'identisation, qui est le fait que je me construis comme un être unique, à nul autre pareil. Je suis l'être unique à nul autre pareil. Donc ça me permet de dire un jeu en faisant référence à quelque chose qui ressemble
au nous et qui ne se confond pas avec le nous. Et donc quand je construis mon jeu, du coup, je reconnais obligatoirement qu'il y a un jeu aussi dans le groupe des autres. Il y a des jeux dans le groupe des autres. Il y a le grand groupe des autres. Mais parmi eux, il doit y avoir des jeux. Et cela va introduire des nuances dans ma vision originelle, dans ma première vision du monde. Il y a ceux, c'est vrai, il y a ceux dont je fais partie et ceux dont je ne fais pas partie. Mais parmi ceux dont je fais partie, il y a des personnes dont je me sens plus proche et d'autres avec qui je ne partage pas que des ressemblances. Et la même remarque peut s'appliquer à ceux dont je ne fais pas partie. Il y a parmi ces personnes dont je ne fais pas partie des personnes avec qui je pourrais peut-être m'entendre à certaines conditions, dans certains cas. Donc le monde commence à ne plus se présenter à moi en deux grands blocs opposés. Il se présente comme moi et des cercles qu'on appelle concentriques, des gens qui sont plus ou moins proches de moi. Donc, j'en viens encore au plan social, donc ça c'est le plan individuel. La phrase que j'ai dite, c'est que pour grandir, il faut introduire des nuances dans la vision du monde. La première phrase était pour survivre, il faut saisir les contrastes. La deuxième phrase, c'est pour grandir, il faut introduire des nuances dans sa vision du monde. Alors, qu'est-ce que cela va donner au plan social? Si on reste aux deux blocs dont j'ai parlé au début, au fait qu'il y a un monde bipolaire, ceux dont je fais partie, ceux dont je ne fais pas partie, alors on a, si on reste à cela, on a un monde bipolaire où les deux protagonistes deviennent des antagonistes. C'est ça, cela a guidé beaucoup d'actions dans l'histoire du monde. Vous savez que les Romains, il y avait les Romains et puis il y avait les barbares. Cela leur a permis de conquérir en grande partie le pourtour de la Méditerranée, parce qu'il y avait eux qui étaient les civilisés, peut-être un peu les Grecs, et puis il y avait tous les autres qui étaient des barbares. Autre exemple, les croisades sont nées du fait qu'on pensait qu'il y avait les défenseurs du Christ et les autres, les Sarrasins, etc. Mais en face des défenseurs du Christ, il y avait ceux aussi qui voyaient le monde en croyant et en mécréant. Et eux aussi ont conquis l'Europe jusqu'au sud de la France. Et puis, il y a ce que vous connaissez, les Ariens, les non-Ariens, du nazisme, etc. Mais même aujourd'hui, la date du Congrès américain qui s'est passé il y a juste quelques temps, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que cela vient du fait qu'on voit un monde avec les bons républicains et les mauvais démocrates? Ça pourrait venir de là parce que ça ne se comprend pas autrement. Un monde divisé en deux où il n'y a que les républicains qui soient bons et les démocrates soient les mauvais. Il y a même certaines campagnes médiatiques qui peuvent être porteuses de cette vision bipolaire. Par exemple, on dit aux Français que ce qui est fabriqué ou produit en France, c'est ça qu'il faut acheter. Ça signifie que tout ce qui est produit, excusez-moi, ailleurs, est mauvais, n'est-ce pas? C'est ce qui est produit en France qui est bon. C'est ce que comprendrait quelqu'un d'assez simple et bon. On achète français, la garantie c'est que c'est bon. On achète non français, c'est pas bon. De la même façon, quand nous cédons au complotisme qui dit qu'il y a des actions pour détruire la race noire, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre un monde en deux parties, les noirs et les autres? Tous les autres veulent tuer les noirs.
de cette vision bipolaire du monde et de ce qu'elle fait dans le social. Si nous en restons à survivre, c'est saisir les contrastes entre ceux dont je fais partie et ceux dont je ne fais pas partie. Mais ce type de vision du monde, qui est souvent source d'extrémisme et de violence, il n'est actif que lorsqu'on exalte une identité unique. Lorsque on n'exalte que l'identité, une des identités que j'ai, et dans des circonstances socio-historiques précises. Par exemple, j'ai parlé de l'attaque du Congrès américain, c'est quand même rare ce type d'action. Et ça arrive souvent lorsque les individus vivent certaines frustrations, comme celles attachées liées à la pauvreté ou à la peur. Comme nous avons peur du fameux Covid, ça nous arrange de croire que c'est les autres qui nous envoient ça pour nous détruire. Mais lorsqu'on avance, lorsqu'on n'est pas dans les conditions socio-historiques dont je parle, très rapidement, beaucoup de gens célèbrent cette vision du monde en deux blocs antagonistes. Et c'est une simplification. Et s'élever contre cette simplification, ça se lit à la fois dans les groupes, à l'intérieur des groupes et par rapport à l'extérieur des groupes. Parce qu'on fait des expériences qui disent le contraire. C'est-à-dire que la vision du monde coupé en deux devient non opérationnelle. Ça ne marche pas lorsque on a des pratiques de vivre ensemble où il y a des groupes qui sont multidimensionnels. Par exemple, si on dit les gens de tel endroit sont comme ça et nous sommes des gens bons et tous les autres comme ça, on vit très rapidement des expériences où on rencontre des gens d'autres endroits qui sont comme moi. Donc, ma vision du monde en deux blocs antagonistes devient non opérationnelle. Et ce sont des expériences qu'on peut faire dans l'enfance, dans l'adolescence, à l'école, dans des camps de vacances, dans des groupes religieux, etc. Mais c'est la vision coupée en deux là, elle peut aussi s'aider grâce à la médiatisation de certains cas où des gens qui étaient destinés à être dans des groupes différents s'entendent bien. Des cas d'entente, d'entraide, de collaboration entre personnes très différentes. Alors, on se rend compte alors que la pédagogie devient essentielle. Ce qu'on apprend aux gens sur les contrastes, ça devient essentiel. Et donc, il semble absolument nécessaire d'apprendre à chaque citoyen que grandir, je prends la phrase, c'est accepter d'introduire des nuances dans les différences que je perçois pour survivre. Alors, à la question fondamentale qui fait le titre de cet exposé, le monde se présente-t-il en contraste? On ne peut pas dire non. On ne peut pas dire non. Après tout ce que je viens de dire, on ne peut pas dire non. Parce que lorsqu'on observe la nature, on se rend compte, la nature même, que les différences sont indispensables. Et l'action de l'homme au XXe siècle a tenté de supprimer les différences. Et aujourd'hui, on sait que la survie de notre monde naturel est liée à la préservation de la biodiversité. Absolument, il faut la biodiversité, sinon on va tous en souffrir. Donc la différenciation naturelle est indispensable. Et vous le savez, si vous ne plantez que des papayers mâles, et bien bientôt la race, il n'y aura plus de papayes. On le sait bien, quand on se trompe et qu'on ne plante que le papayer mâle, on n'a pas de papaye et c'est fini. Juste un exemple pour
dire que dans la nature même, la différenciation est indispensable. J'en arrive à mon troisième point. Les différences naturelles, c'est vrai, elles sont indispensables. Mais qu'est-ce que cela peut donner au plan social? Vous avez un raisonnement, tout ce que j'ai dit avant, montre que l'épanouissement humain, tant au plan individuel que communautaire, repose sur l'introduction progressive de nuances. Mais est-ce qu'il ne vient pas un moment où on va arriver à une limite? Et au plan individuel, à l'adolescence, on est obligé de se poser une question. Quelle est la personne que je veux devenir? On a des interrogations sur les choix de vie. Et la réponse à ces interrogations est constitutive du développement de ma personnalité et donc de l'ensemble de ma vie qui va suivre. Donc dans ma réponse se trouve ce qu'on appelle mes valeurs et auxquelles en principe je ne renonce pas. Et au contact des autres, les valeurs deviennent des différences en quelque sorte incontournables. Donc, je redis ce que j'ai dit, dans l'enfance, on apprend à survivre en distinguant les contrastes, on grandit en introduisant des nuances dans ces différences et on arrive à un point où il y a des différences incontournables. Il y a des différences incontournables. Et donc, si grandir, c'est introduire des nuances, il est aussi essentiel de choisir dans ces nuances des différences qui vont faire que je suis moi-même. C'est la même chose au plan individuel, c'est la même chose au plan social. Parce que s'il n'y a pas de différences incontournables, on va avoir des personnalités instables, inconstantes. Et il y aura comme un aplatissement de la vie communautaire. C'est-à-dire que tout sera relatif. Tout est bon pour tout le monde. Et ce n'est pas possible. Et les jeunes n'auraient plus de points de repère. Ils n'auraient plus de points de repère s'il n'y avait pas des valeurs qui sont des différences incontournables entre les gens, entre les groupes. Alors, normalement, vous devriez me dire pourquoi avoir choisi comme thème de la journée de réflexion le bonheur en termes de convergence, puisque je vous ai dit qu'il faut des différences pour survivre, pour grandir, pour être soi-même. Relisez bien le thème de l'exposé que je développe. C'est dit, j'espère que je vais être, le monde se présente-t-il en contraste? Quand vous regarderez dans un dictionnaire, vous verrez qu'un contraste, c'est une opposition entre deux réalités, mais dont l'une fait ressortir l'autre. C'est une opposition. Alors, cela signifie que ce qu'on voit, et c'est ce qu'on voit dans la nature, les différences sont essentielles, mais il ne faut pas les comprendre comme des contrastes, comme des oppositions. Et le monde naturel se présente à nous comme harmonieux parce qu'il parle de la diversité du vivant. Il est harmonieux à cause de la diversité du vivant. Et chaque différence devient une richesse. Alors ce que je viens de dire, c'est maintenant que je viens au thème de l'exposé, est-ce que cela se transmet dans notre communauté humaine, ou bien on la transmet comme portant des contrastes plutôt que des différences? Et la clé de ça est de regarder quelle éducation on donne aux gens.
Et principalement, quelle est l'histoire? L'histoire, la place de l'histoire dans cette transmission. L'histoire comprise comme l'interprétation des faits, des événements, qu'ils soient réels ou légendaires. Qu'est-ce que nous transmettons? Des différences ou des contrastes? Je vais donner quelques exemples. Tout le monde connaît l'épisode de la tour de Babel. Vous savez, dans le livre de la Genèse, dans la Bible, les hommes ont commencé à construire une tour qui devait monter jusqu'au ciel. Devait monter jusqu'au ciel. Et on dit que Dieu intervient. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé la tour, mais principalement en introduisant le fait qu'il ne comprenait plus la même langue. Souvent, en tout cas dans mon expérience, on m'a dit que la tour de Babel c'était comme une malédiction. Parler plusieurs langues, ne plus se comprendre, c'est comme une malédiction. Et jusqu'à présent, on en sort le terme babélisation, qui est le fait qu'il y a de plus en plus de langues. Est-ce vraiment négatif? Est-ce qu'au nom du fait qu'on parle la même langue, on devrait se mettre ensemble et construire une tour, c'est-à-dire essayer de dominer les autres à partir du fait qu'on parle tous la même langue? Est-ce que le multilinguisme, l'installation d'une communauté multilingue, n'est pas une façon d'apprendre qu'on peut se comprendre tout en parlant des langues différentes? Vous savez, il y a eu des tentatives pour trouver la langue mère, la langue sacrée, etc., pour dire qu'il y aurait une langue qui serait au-dessus de toutes les autres. Jusqu'à présent, il y a des gens qui croient ça. Si nous voulons que ça change, que le monde ne se transmette pas sous forme de contraste, il va falloir qu'on accepte que le plurilinguisme, le multilinguisme est une richesse plutôt qu'une malédiction. Autre exemple, dans les contes africains, nous connaissons ces contes où, ayant accueilli un étranger, on a du coup trouvé une source de bonheur. Est-ce que nous utilisons ces contes qui sont à la racine d'une certaine xénophilie, plutôt que ceux qui sont à la racine de la xénophobie, là où on déteste l'étranger, justement, le groupe dont je ne fais pas partie? Si on m'apprend que accueillir un étranger, cela peut me porter bonheur, alors il y a dans mon éducation une éducation à la xénophilie, à aimer l'étranger. J'en viens à un troisième groupe d'exemples qui est dans notre vécu, c'est que souvent, depuis, surtout au XXe siècle, la philosophie politique vit à partir de l'idée qu'il y aurait une solution unique, une solution globale, valable pour tous. J'ai donné l'exemple jusqu'au nazisme. Vous connaissez le stalinisme, le goulag et tout. Le fait qu'on croit que tout le monde doit être dans la solution unique du communisme. En face, il y a aussi la solution unique de l'anticommunisme. Je ne sais pas si c'est encore dans nos programmes ce que le macartisme a fait. On a tué des gens parce qu'on les soupçonnait d'être communistes aux États-Unis, etc. Et vous savez, ce qui s'en est suivi, c'est ce monde coupé en deux et où sévit la guerre froide.
Et cette guerre froide qui a commencé en Occident, elle s'est exportée chez nous, et c'est nous qui mourons au nom de la guerre froide. Je ne sais pas si vous savez combien de centaines de milliers de personnes sont mortes en Angola à cause d'intérêts, mais sous le signe qu'une partie donc des Angolais s'était rangée derrière les communistes et que le monde, comment je vais dire, non communiste ne voulait pas voir ça. À tel point qu'on est allé jusqu'à créer une petite enclave qu'on appelle le Cabinda, et les Cabindais, quoi qu'ils ne sont pas angolais, ce sont des Angolais. Jusqu'à présent, il y a les enclaves du Cabinda subsistaient un tout petit bout de pays vers le Congo. Au nom de la guerre froide, combien de gens sont morts en Angola? Combien de gens sont morts en Angola? Et à cause de cela, en 1955, comme vous le savez, les pays, disons les colonies, ont essayé de se soustraire de cette bipolarisation. La conférence de Bandung, où est née la communauté des non-alignés. On a essayé de ne pas s'aligner. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Regardez comment fonctionne l'ONU. Les deux blocs sont toujours là. Les deux blocs sont toujours là. Et aujourd'hui, ce n'est pas que de la politique, ça devient une question économique. On est obligé de s'aligner parce qu'on a des besoins économiques. Et donc le monde est toujours présenté comme bipolaire. Et la mondialisation qu'on nous a vantée, n'est-ce pas encore une solution unique qu'on nous propose? Le modèle néolibéral qui serait le seul bon pour nous tous. C'est encore la solution unique. Alors, je nous pose la question, que voulons-nous en Afrique? Voulons-nous que nos enfants se construisent dans les contrastes ou dans la différence qui enrichit? J'en arrive à mon 5e point. Souvent, c'est parce qu'on ne pose pas les bonnes questions que la réponse se présente à nous comme en deux points opposés. Vous savez, la question vrai-faux, la question non. C'est parce qu'on pose des questions comme ça qu'on est obligé de donner des réponses qui s'excluent mutuellement, des réponses opposées. Il n'y a que deux réponses possibles et impossible d'introduire des nuances et des différences, et donc d'avancer. Alors, quelles sont les bonnes questions à poser pour aller vers la convergence? Je suis en train de finir mon exposé. Quelles sont les bonnes questions à poser? Je vais juste donner un exemple tiré de l'actualité et ensuite vous dire quelles sont ces bonnes questions. Alors, il s'agit du très controversé professeur Raoult, celui qui a proposé l'hydroxychloroquine, enfin ça. Alors, il raconte, lors de mes conférences sur les maladies infectieuses, j'ai l'habitude de poser à mes étudiants cette question. Êtes-vous pour ou contre les vaccins? Alors évidemment, on commence un débat, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, etc. Et il y a ceux qui essaient de faire plaisir à Raoult en disant il est pour les vaccins, donc je vais dire je suis pour, etc. Il y a un long débat. Et voici ce que Raoult dit. Bien sûr, c'est un piège. C'est
c'est un piège. Et je continue à citer là-haut. Je leur explique qu'on ne doit pas répondre à une question idiote. La vraie question, c'est: êtes-vous pour tel vaccin administré dans telles conditions, à telle population, à tel endroit et à tel moment? C'est ça le problème des questions. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne peut pas dire je suis contre les vaccins. Quel vaccin faudrait-il administrer aux Africains dans les conditions de conservation du froid, à nos populations qui sont jeunes? À quel moment faudrait-il se vacciner? Dans quelles conditions? C'est ça la vraie question, c'est pas être pour ou contre les vaccins. Alors, quelle est la bonne question pour vous dans une situation socio-politique? Alors, nous sommes dans une sorte d'impasse dans notre pays. Et en particulier, ce qu'on appelle l'opposition, qu'elle soit celle des partis ou de la société civile, ne sait que faire. Alors je vous demande, quelle est la bonne question à poser? Est-ce qui a eu raison dans le passé, qui a raison aujourd'hui, ou une autre question, ou d'autres questions? C'est ce que nous allons faire durant toute cette journée. Nous allons essayer de voir où sont les vraies questions, parce que si nous sommes bloqués, c'est certainement à cause de questions comme ça, qui s'excluent mutuellement. Alors, la balle est dans notre camp pour toute la journée. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.